Bonsoir, bienvenue dans votre émission santé mensuelle. Alors ce mois-ci, on va parler du genou et c'est pas un hasard parce que finalement c'est un petit peu la saison de ski qui se prépare et donc c'est bien d'en parler. On va en parler en plateau avec deux spécialistes. Il y aura également des magnétos qu'on a été tournés à la clinique Saint-Luc-Bouche qui est en collaboration avec qui on fait cette émission, en collaboration avec la clinique Saint-Luc-Bouche. Mais en plateau, on reçoit Gérald Delfosse. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes chirurgien orthopédiste. Tout à fait. Et Nicolas Moriamé. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et vous êtes kinésithérapeute, spécialisé dans le genou ou pas spécialement? Spécialisé dans le genou. Spécialisé dans le genou. Alors le genou, c'est une articulation importante, on se doute bien, puisqu'elle nous porte quand même déjà. Et la première chose qu'on a peut-être envie de savoir, Gérald, c'est que vous nous expliquiez un petit peu finalement de quoi est fait cette articulation. Oui, donc le genou, comme vous l'avez dit, c'est une articulation portante, donc qui porte le poids de notre corps. Tout passe par là, et donc vous avez une articulation qui est composée de 3 os, le fémur et le tibia qui sont les 2 os principaux, et une rotule ensuite qui sert... On va peut-être le voir sur un schéma. Ce sera peut-être plus facile en effet. Ce sera plus parlant avec une image du genou. Voilà, donc comme vous pouvez voir, vous avez en haut le fémur, en bas le tibia. Les 2 os sont reliés par une série de ligaments, de capsules articulaires, de tendons. Et vous avez aussi, élément très important, votre rotule, qui est l'os qu'on sent tous sous notre peau. Rotule qui fait le lien entre le quadriceps, le gros muscle de la partie antérieure de la cuisse, et le tibia, et qui sert à faire le rôle principal du genou, c'est-à-dire faire une extension active du genou et de pouvoir verrouiller cette articulation pour pouvoir marcher, passer les pas, monter des marches, descendre des marches. Ça, ce sont l'os, le tibia. Ils sont recouverts d'un cartilage, qui est la structure qui permet d'avoir un bon roulement, un bon glissement qui soit indolore et qui soit fluide. Avec le temps, ce cartilage dégénère, ce qu'on appelle l'arthrose, on en reparlera plus tard. Cette articulation est entourée d'une capsule articulaire qui est renforcée à certains endroits par des ligaments qui sont très importants. Vous avez donc les ligaments collatéraux qui sont ceux sur le côté, les ligaments croisés qui sont les 2 ligaments à l'intérieur du genou qui sont souvent lésés pour les ligaments antérieurs, typiquement lors du ski, lors du football par exemple. Et vous avez une série de tendons et de muscles qui s'articulent autour de cette articulation pour la stabiliser, la renforcer et permettre les différents mouvements du genou, donc typiquement la flexion et l'extension qui sont les 2 mouvements principaux du genou. Voilà, on se rend déjà compte là que c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on croyait et que les muscles, les tendons, les muscles notamment ont énormément d'importance. Exactement. Et puis on n'est pas tous égaux parce que finalement à la naissance, certaines personnes vont naître. Je pense qu'on est comme ça, c'est pas quelque chose qui se met par la suite. On pense aux jambes arquées et aux jambes en X qui sont des malformations congénitales ou. Disons que dans les livres d'anatomie, vous verrez toujours un genou bien axé, donc à 180 degrés entre le fémur et le tibia. Maintenant, quand vous marchez dans la rue, vous vous en rendez compte par vous-même. Il y a des gens qui ont les jambes un petit peu arquées vers l'extérieur, ce qu'on appelle les Lucky Luke, donc avec les jambes très arquées en rond comme les cow-boys, et inversement des gens qui ont des genoux plutôt en X, les genoux cagneux comme on dit, donc qui rentrent vers l'intérieur. Ce ne sont pas des malformations, ce sont des déviations anatomiques du genou. Donc on voit ici, le premier c'est un valgus ou les jambes en X, comme on dit. Le deuxième c'est un genou qui est neutre, et le troisième c'est un genou varus, donc Lucky Luke. Et cela entraîne des pathologies différentes selon l'axe que vous avez. Ce sont simplement des déformations ou des variations anatomiques. Il faut savoir que la majorité de la population, donc 70% environ, aura plutôt tendance à avoir un genou varus, donc avec les jambes plutôt en rond, type Lucky Luke. Ici sur le dessin, elle est fortement exagérée bien évidemment, mais c'est beaucoup plus subtil dans la réalité. C'est de l'ordre de 2 à 3 degrés qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu du coup. Alors peut-être bête question, mais parce que justement on a parlé de Lucky Luke, est-ce qu'on peut à l'enfance, pendant l'enfance avoir les jambes, je dirais, droites, et puis avec la pratique d'un sport, on pense à l'équitation, que ça se déforme? Quand vous voyez le jeune enfant, souvent il passe par justement, ils ne sont pas forcément neutres, vous avez les petits bébés qui sont d'abord plutôt varus, puis ça se rectifie, ça devient droit, ça devient un petit peu valgus par la suite. Bref, lors du développement normal de l'enfant, vous avez des déviations d'axe qui sont tout à fait normales, physiologiques. Ensuite, certains, par des pathologies ou par simplement un développement génétique et la pratique d'activités sportives. Les gens qui font beaucoup de football, beaucoup de sport, de course avec des impacts auront plutôt tendance, et moi je dis bien c'est une tendance, ce n'est pas pour 100% des cas, à avoir les genoux qui vont plutôt se développer en varus, d'autres qui resteront neutres, et enfin certains qui seront plutôt en valgus à la fin de leur adolescence. Alors évidemment, tout ça, ça a un impact sur la marche, la mobilité, mais il y a des solutions, et qui sont notamment des solutions au niveau de la kinésithérapie. Tout à fait, ces malformations vont dévier un peu l'axe de la jambe et va entraîner un ensemble de réactions au niveau du corps. On est une chaîne et ces chaînes va réagir au fur et à mesure.
Le kiné, la rééducation peut permettre un petit peu de retravailler sur différents paramètres, notamment sur les raideurs articulaires, sur les tensions musculaires, le déficit musculaire, que toutes ces malformations vont entraîner, ces déséquilibres, afin de réharmoniser un petit peu l'axe du corps. Et donc d'éviter un petit peu que cette malformation réentraîne d'autres pathologies autres que le genou. J'imagine aussi que le port de semelles et des choses comme ça peuvent corriger. C'est indiqué ça ou pas? Certaines déformations peuvent être corrigées par un travail au niveau des semelles. Il faut savoir qu'on est un tout, donc on est une chaîne. Si vous changez l'axe du pied, le genou, la hanche, tout ça va changer, se modifier. D'accord? Même chose pour le genou, même chose pour la hanche. Les compensations, exactement. Donc le kiné peut travailler évidemment sur ces compensations pour essayer de les réduire et de travailler un petit peu ça et améliorer la fonction d'une articulation, notamment ici le genou. Ok. Donc en fait, c'est pas pour prendre nécessairement une position. Ou c'est vrai qu'en kinésithérapie, certains vont dire c'est peut-être mieux de mettre des semelles, d'autres bah non, c'est peut-être mieux de garder parce que comme on le dit, après il y a tout qui se dérègle et. Voilà, je pense qu'on peut pas se limiter à une seule chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler, d'accord, et justement ne pas se fermer à une seule solution. Voilà, je pense que rester sur on parle ici des semelles, de rester sur un travail avec des semelles uniquement, sans aller travailler une raideur, une souplesse, n'est pas aussi efficace que si on prend le travail dans son ensemble au niveau des malformations, quoi. Alors on va parler des traumatismes du genou, je l'ai dit d'emblée quand on a commencé l'émission. Genou, ce genou, c'est un parcours dont on va parler. Mais on va d'abord parler effectivement des traumatismes. C'est la saison du ski. Après, c'est vrai qu'on pense souvent au ski par rapport au traumatisme du genou, mais il y a toute une série de sports en fait qui sont aussi traumatisants pour le genou. Ou vraiment le ski, on peut dire que c'est un sport typique où au mois de décembre, janvier, février, vous allez voir défiler en consultation des problèmes. Alors je pense que tous les sports pivots, d'accord, sont genre le football, sont plus traumatisants que les sports qu'on va pratiquer plutôt dans l'axe, où je pense par exemple à la natation ou le vélo, qui vont être moins traumatisants pour le genou. Je pense aussi qu'il y a, pour prendre le paramètre du ski, en Belgique une attirance pour aller au ski, mais ce n'est pas notre sport national. Je pense qu'on en fait une fois par an. Et donc, je pense que c'est aussi une mauvaise préparation qui permet d'amplifier ces accidents au niveau du ski, d'accord ? Je pense qu'une mauvaise préparation dans d'autres sports auront les mêmes incidences que le ski. Et sûrement aussi le sport fait avec beaucoup d'intensité peut provoquer des problèmes. Moi, c'est plutôt le type de sport, je pense, qui influence, comme Nicolas disait. Vous pouvez prendre un monsieur qui fait 120 km de vélo par semaine, il a quand même peu de chances qu'il se rompe un ligament croisé, parce que c'est un sport, comme Nicolas l'a dit, qui est dans l'axe et qui donc favorise, qui maintient le genou, et il y a peu donc de chances d'avoir une lésion du ligament croisé. Inversement, vous prenez un jeune qui fait du foot, qui n'a peut-être pas l'habitude ou qui le fait une fois de temps en temps, il se donne à fond dans un match avec ses amis, il fait un mauvais mouvement de pivot au pied au sol, et là, il suffit d'une seule fois pour se rompre un ligament croisé. Donc c'est plutôt le type de sport, plutôt que l'intensité, je pense, qui va influer. Maintenant, évidemment, le ski et le football sont clairement les deux sports chez nous qui nous rapportent le plus de ligaments croisés. On le voit d'ailleurs, la consultation entre janvier et mars, nous, c'est un petit peu le pain quotidien, c'est du ligament croisé. Donc on en voit plein, on en voit plein au kiné, et puis on en opère dans ces mois-là, évidemment. Alors, justement, le ligament croisé, mais il y a d'autres types de traumatismes du genou. Donc, peut-être un petit peu nous dire les différents types de traumatismes et peut-être comment les diagnostiquer aussi. Donc je vous ai présenté, on a regardé ici des planches anatomiques du genou. Chaque structure que vous avez vue peut être lésée d'une manière ou d'une autre. Dans les traumatismes du genou, on a un spectre, on a le spectre vraiment très important. Vous avez des lésions à très haute énergie. Typiquement, vous crachez en voiture, vous crachez en parapente, vous êtes en ski à fond sur la fin de la piste noire et vous faites un roulé-boulé. Clairement, ce type de traumatisme aura un très grand impact avec une grande énergie cinétique et donc vous pouvez vous casser plein de choses. Pas forcément le genou, vous pouvez avoir des traumatismes crâniens, thoraciques, abdominaux, lombaires, etc. Et le genou peut en faire partie. Donc là, vous aurez plutôt des fractures, des luxations, des fractures ouvertes, donc vraiment des traumatismes à très haute énergie, très important. Une fracture, on voit bien, c'est un os qui se casse. Une luxation ? Une luxation, ça veut dire que vous avez une perte de congruence entre votre fémur et votre tibia. Les deux zones ne sont plus l'une en face de l'autre et ne sont plus réunies par les ligaments, les structures tendineuses, la capsule articulaire. Il y a vraiment une déchirure de toutes ces structures et vous avez vraiment les deux os qui ne sont plus du tout l'un en face de l'autre, ce qui est un traumatisme grave pour un genou. Ces genres de traumatismes à haute énergie, ils seront pris en charge normalement
dès que ça arrive, donc vous avez des secouristes, des hélicoptères, des ambulanciers, tout ce que vous voulez, et là vous êtes directement transporté en urgence dans un milieu hospitalier spécifique dédié avec toutes les structures nécessaires, donc les anesthésistes, les blocs, les scanners, tout ça pour prendre en charge. Ça c'est vraiment le spectre le plus extrême des traumatismes du genou. Inversement, sur l'autre extrême du spectre, vous avez une dame qui fait son jardin, qui a un genou qui se relève, qui sent un petit pincement dans son genou. Bon, ben là, vous savez qu'il peut y avoir un petit traumatisme qui sera beaucoup moins important et logiquement, ça n'entraînera pas les mêmes lésions que le premier. Vous n'allez pas vous casser le fémur, vous n'allez pas vous casser le tibia en vous relevant de votre position à genoux. Et puis, entre les deux, on a les traumatismes un petit peu moyens. Donc, c'est par exemple le jeune gars de 25 ans qui joue au foot avec ses copains. Il fait un mauvais appui, son genou craque, il ne se sent pas bien, il arrête le match, il a le genou qui est gonflé, qui est douloureux. Parfois, ils vont aux urgences, ils sont inquiets, ils font une radiographie, parfois la radio ne montre rien. Et donc là, on se retrouve un petit peu dans une zone grise où vous avez un gars qui a fort mal, qui a un genou gonflé, qui ne sait plus appuyer dessus, mais avec une radio qui est négative. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, typiquement, que le SOS genou qu'on a développé à Bourges rentre en jeu. Alors, on parlait justement de la dame qui jardine et qui se relève. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? À partir de quel moment on doit s'inquiéter? Alors, on comprend bien que si on se blesse au ski, au foot, ça paraît évident, mais voilà, il y a peut-être aussi toute une marge où on se dit, c'est peut-être pas la peine. Il faut savoir que le genou, Nicolas sera d'accord avec moi, normalement, j'espère, moi, le genou, c'est une articulation qui gonfle vite, qui gonfle fort, qui fait vite fort mal. Et donc, les gens sont très vite inquiets. Quand leur genou ne fonctionne pas comme avant, ça les inquiète et c'est normal, parce qu'à chaque pas qu'ils font, ils ressentent leur genou alors qu'ils ne le ressentaient pas d'habitude. Donc là, il y a aussi un rôle du médecin traitant, typiquement, ou le rôle d'un kiné, si des patients sont suivis par un kiné. Si le genou bouge bien, qu'il est peu gonflé et qu'il s'est appuyé dessus, il n'y a pas le feu au lac. Donc ça vaut la peine de voir un petit peu comment ça évolue avec des anti-inflammatoires, du glaçage, de la kiné pour bien mobiliser le genou. Si la douleur ne passe pas après 10 jours ou 2 semaines, là, ça vaut quand même la peine d'aller bilanter, de voir ce qu'il en est. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Justement, on en vient au diagnostic de ces différents traumatismes. Il y a le diagnostic, on l'a dit, l'examen clinique. Il y a également, si on ne sait pas, l'imagerie. Tout à fait. Et on est allé rencontrer votre collègue, Solène Lanotte, qui est radiologue et qui nous explique les différents types d'imagerie médicale et aussi les différents traumatismes. Pour cela, nous avons 4 types d'imagerie médicale auxquelles nous pouvons recourir. Tout d'abord, la radiographie, le scanner, l'échographie et l'IRM, qui est l'imagerie par résonance magnétique. Alors, la première étape est souvent la radiographie. La radiographie permet de détecter les fractures osseuses. La radiographie est parfois complétée par un scanner. Le scanner permet de préciser ces fractures osseuses et éventuellement de mesurer un déplacement de ces fractures. Alors si on suspecte une lésion plutôt au niveau des tissus mous, les tendons, les ligaments ou les ménisques, le meilleur examen est l'IRM. La lésion la plus fréquente à l'IRM est la lésion du ligament croisé antérieur du genou, qui est bien connue des sportifs et des skieurs malheureusement. Cette lésion arrive fréquemment donc, suite à un traumatisme au volley, au ski. Elle est bien visible à l'IRM. Elle est parfois associée à d'autres lésions du genou, comme les entorses des ligaments collatéraux du genou ou les lésions méniscales. Dans des cas plus rares, lorsqu'on suspecte par exemple une lésion d'un tendon du quadriceps ou d'un tendon rotulien, on fait appel alors à l'échographie, qui permet une analyse très précise de ces tendons parce qu'ils sont beaucoup plus superficiels. Il y a une complémentarité entre les différents types d'imagerie. La radiographie est réalisée systématiquement et si elle est insuffisante, elle est complétée par ces autres types d'imagerie qui permettent de diagnostiquer plusieurs lésions qui sont parfois associées suite au traumatisme complexe du genou. Suite à un traumatisme du genou, l'imagerie n'est pas forcément nécessaire. L'orthopédiste qui va décider selon son examen clinique quelle imagerie il faut en faire et s'il faut en faire une ou non. Donc, dans le cadre du parcours du genou, nous travaillons, les radiologues et les orthopédistes, en étroite collaboration pour faciliter aux patients l'accès à ces différents types d'imagerie, en particulier à l'IRM. C'est pour permettre aux patients d'avoir un diagnostic précis et rapide. Voici l'exemple d'un patient qui a eu un traumatisme du genou. Voici une radiographie. Donc, la radiographie est une photographie qui superpose tous les plans. On fait des radiographies dans plusieurs plans.
Nous avons ici un genou de face et ici un genou de profil. Sur ce genou de face, nous voyons que ce patient a une fracture ici au niveau du plateau tibial latéral. Quand on voit une fracture sur la radiographie, à cet endroit-là, l'orthopédiste demande très souvent de compléter l'examen avec un scanner que nous voyons ici. Le scanner offre une image en 3 dimensions. On peut donc voyager dans cette image, dans ce volume, et voir la fracture qui est ici en 3 dimensions. On a donc une analyse très précise et on peut la mesurer éventuellement si le plateau tibial est enfoncé ou pas. Ça aura un impact sur la prise en charge thérapeutique. Dans certains cas, l'orthopédiste devra opérer le patient. Donc ici, on a un patient qui a eu un traumatisme de ski. Il a bénéficié d'une IRM qui montre une lésion sévère, une rupture complète de son ligament croisé antérieur que l'on retrouve ici, qui présente un hypersignal sur cette séquence et on voit la rupture qui se trouve juste ici. Alors l'IRM nous permet de détecter également d'autres lésions. Par exemple, une lésion ici au niveau de son ligament collatéral interne et une lésion de son ménisque. Donc, dans les traumatismes du ski, souvent, il y a une lésion du ligament croisé antérieur que l'orthopédiste a très souvent diagnostiqué avec son examen clinique, mais l'IRM apporte parfois des informations supplémentaires sur les autres lésions associées qui sont parfois très importantes pour la prise en charge du patient. Donc on a ici un patient qui a eu un traumatisme du genou avec un coup direct juste au-dessus de la rotule. Il a bénéficié d'une échographie qui montre une rupture de son tendon quadricipital. On voit ici la peau du patient, son genou, donc l'avant du genou. On a la rotule qui est ici, le tendon quadricipital qui est ici et la rupture qu'on voit juste ici avec une rétraction du tendon. Ce patient a été opéré par la suite. Alors on s'est dit on va se concentrer sur une articulation, tout va bien se passer, ça va être simple et en fait pas du tout. D'ailleurs on le voit, on vous sollicite toujours pour poser vos questions. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de questions qui sont très complexes du coup. Donc on va continuer, pour que les gens qui nous suivent ne s'étonnent pas qu'on ne répond pas tout de suite aux questions. D'abord on ne saura pas répondre à tout, ça c'est clair. Et en plus juste on donnera quelques pistes parce que chaque cas est très particulier et on se rend compte que c'est assez complexe. Et là, on vient de le voir aussi avec Solène, qui avait différents traumatismes possibles. Elle nous a expliqué en termes d'imagerie, mais on peut peut-être maintenant aller un petit peu plus loin en termes de traitement, donc de ces différents, peut-être les plus courants, les traumatismes les plus courants, comment se soignent-ils ? On peut les subdiviser en 3 grandes catégories. Il y a les traitements d'abord chirurgicaux. On ne va pas développer toutes les chirurgies ici, mais donc on opère les ligamentoplasties, les réductions de fractures, les ostéosynthèses ou les prothèses. Donc ça, c'est pas vraiment du traumatisme. Et puis il y a les traitements conservateurs, donc c'est-à-dire sans opération. Là, on peut les subdiviser en 2. Soit il y a des fractures typiquement non déplacées de la rotule, par exemple. On peut les traiter par une immobilisation durant quelques semaines et ensuite de la rééducation. Et là, nos collègues kinésithérapeutes vont vraiment avoir un rôle très important. Ou inversement, il y a un traitement d'emblée avec une mobilisation. Typiquement, vous avez un genou avec un ménisque dégénératif qui fait mal, on a fait le bilan, ok, il y a un ménisque qui est dégénératif qui ne nécessite pas une intervention, mais le patient a mal, le patient ne va pas bien pour autant, donc on lui fait plusieurs traitements conservateurs, des antidouleurs, de la mobilisation en kiné pour qu'il puisse rééduquer son genou, et des infiltrations éventuellement afin de le soulager. Et donc là, typiquement, c'est Nicolas qui aura la main, et qui va accompagner le patient durant plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, pour rééduquer le patient comme il se doit. Alors comment est-ce qu'on immobilise ? En général, c'est une attelle, on plâtre le genou ? Avant, on plâtrait beaucoup, donc vous vous retrouvez avec des patients qui avaient un plâtre énorme depuis la mi-cuisse jusqu'au niveau du pied. Ouais. Bon, ça, on le fait encore de temps en temps pour vraiment les fractures importantes. Très importantes, ou celles où on ne veut absolument pas de déplacement, ou chez des patients qui sont un petit peu compliqués à gérer, des patients par exemple déments, grabataires, c'est un petit peu compliqué d'avoir une simple attelle parce que la compliance n'est pas toujours optimale et donc on met un plâtre. Inversement, si les patients sont bien conscients du risque qu'ils prennent s'ils appuient ou s'ils dépassent leur genou, alors on peut se permettre de mettre une attelle simple qui est quand même plus sympathique à supporter et qui permet quand même de l'enlever de temps en temps pour pouvoir ne fût-ce que laver la jambe avec l'aide d'une infirmière et puis remettre évidemment l'attelle par après. Alors, comme pour d'autres, pas pathologies, mais d'autres problèmes autres que l'articulation du genou, on se rend compte que immobiliser n'est pas toujours une solution, qu'il faut justement parfois mobiliser. Et c'est pas parce qu'on a mal qu'il faut arrêter de bouger.
Alors tout à fait, la rééducation au niveau kiné va permettre, dès que c'est possible, évidemment, lorsqu'il y a une fracture, il faudra attendre une phase d'immobilisation importante pour avoir une consolidation au niveau de l'os, mais dès que ce sera possible, il est important vraiment d'essayer de réaliser plusieurs objectifs au niveau de la rééducation, notamment de garder une bonne fonction articulaire rapidement, de lutter contre les douleurs, l'inflammation, d'accord. Dès que ça est acquis, il sera important après de retravailler une bonne fonction musculaire. Toute pathologie au niveau du genou, tout traumatisme au niveau du genou va dérégler un peu la musculature, d'accord. C'est cette musculature qui va restabiliser le genou, restabiliser cette articulation. Il sera important aussi de travailler ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, c'est la position correcte de l'articulation lors des mouvements, d'accord. Et puis, dans un second temps, réamener tout doucement une reprise des activités quotidiennes, une reprise du mouvement complet, afin que le patient puisse reprendre son activité à la maison d'abord, au boulot, et puis peut-être dans un second temps reprendre le sport de manière progressive, quoi. Alors ici, on a une image, je ne sais pas si elle arrive à propos, que vous pouvez peut-être commenter. Oui, donc comme on avait expliqué tout à l'heure, vous avez le fémur en haut, le tibia en bas, donc qui s'articule avec le cartilage qui est ici représenté en bleu-gris. Entre deux, vous avez le ménisque qui est une petite structure fibrocartilagineuse qui a une forme de croissant et qui sert de coussinet dans le genou, qui a deux rôles principalement. C'est amortir un petit peu les charges et les contraintes du genou et d'autre part augmenter la congruence articulaire, donc la correspondance entre le fémur et le tibia. Vous avez le ligament collatéral médial qu'on voit ici, la grosse bande blanche, qui est un ligament stabilisateur interne du genou. Et enfin, vous avez la rotule, comme je vous l'ai expliqué, qui est l'os qui fait la jonction entre le tendon du quadriceps qu'on voit partir en haut et le tendon rotulien qu'on ne voit pas, qui sert donc à faire le mouvement d'extension active, qui est le mouvement clé du genou, donc c'est-à-dire l'extension active et le verrouillage du genou lors de la marche, typiquement. Alors on parlait d'anti-inflammatoires, il y a aussi des infiltrations éventuellement. L'infiltration, elle se fait... c'est recommandé toujours, et elle se fait à quel niveau en fait? Dans quel type de traitement? Oui, c'est un peu comme les anti-inflammatoires, vous prenez une pilule et donc ça agit de manière globale sur tout votre corps, parfois avec des effets secondaires, typiquement on pense à l'estomac chez les patients qui ont des fragiles. Inversement, les infiltrations dans le genou, il y a plusieurs types d'infiltrations et c'est surtout dans les cas des pathologies dégénératives qu'on prescrit ça. Vous avez l'acide hyaluronique qui est une espèce d'huile, de lubrifiant si vous voulez au niveau du genou. Donc dégénérative, juste parce que vous allez très vite. C'est le contraire de traumatique, donc c'est des pathologies d'usure. Mais qu'est-ce qui... c'est le cartilage, qu'est-ce qui est concerné dans le fait que... c'est le cartilage et les ménisques, ce sont les deux structures qui sont le plus touchées par le côté dégénératif de l'articulation, c'est-à-dire l'usure due au temps et à l'utilisation simplement de votre genou. Vous pouvez vivre une vie sans n'avoir jamais eu aucun traumatisme au niveau du genou. Si on fait une IRM à 70-80 ans, il se peut qu'on voit une arthrose qui commence à évoluer et des ménisques qui ne sont plus tout à fait aussi beaux que vos ménisques d'à 20 ans, simplement parce que les structures évoluent, elles vivent et elles vieillissent avec vous, et donc les structures se périclitent un petit peu à ce niveau-là. C'est logique. Mais donc, du coup, ce n'est pas spécialement dans le cas d'un traumatisme, si on prend par exemple la blessure au ski, qu'on va avoir une inflammation et qu'il va falloir, où on va faire des infiltrations. C'est pas vraiment dans ce cas-là, en fait. Pas vraiment. Enfin, il se peut dans certains cas qu'on soit amené à faire des infiltrations post-traumatiques, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Ce sera plutôt pour les pathologies d'usure, donc dégénératives, qu'on va proposer des infiltrations aux patients. Alors, ce qu'on se rend compte aussi souvent, c'est qu'on n'est pas pris en charge suffisamment rapidement. C'est important, la prise en charge rapide, quand on a un traumatisme au niveau du genou. Pour un traumatisme aigu, oui, tout à fait. Et vous avez mis en place à Saint-Luc-Bouge ce qu'on appelle le parcours SOS Genou. Oui. On va le commenter, mais d'abord, on est allé voir votre collègue, Jérémy Daxelet, qui est chirurgien orthopédiste également, comme vous, et qui explique un petit peu le pourquoi du comment et comment ça fonctionne, ce fameux parcours SOS Genou. SOS Genou, c'est un parcours de soins imaginé à la clinique pour permettre d'améliorer la qualité de nos prises en charge pour certaines pathologies chez les patients atteints principalement de traumatisme de genou. Historiquement, la genèse du procédé et du parcours de soins SOS Genou vient principalement d'une difficulté pour les patients et pour les praticiens de s'accorder dans les timings. C'est-à-dire qu'on a tendance à recevoir certains patients trop tard pour certaines pathologies, et pour certains patients, c'est difficile d'atteindre le spécialiste, alors qu'une prise en charge plus rapide pourrait les aider mieux et améliorer leur résultat final. Les conséquences, effectivement, d'un retard de prise en charge, elles peuvent être assez embêtantes médicalement et péjorer les résultats à moyen et à long terme. Sur certaines pathologies, c'est scientifiquement prouvé. Une prise en charge rapide peut tout améliorer, ne serait-ce que pour le confort du patient, pour son état musculaire,
pour son état articulaire. Et donc, avoir au moins les premières explications, les premiers bilans, c'est réellement important pour ces pathologies. Les pathologies concernées principalement, le critère principal, c'est une pathologie nécessitant ou probablement nécessitant une prise en charge chirurgicale rapide par un chirurgien du genou. Typiquement, les patients atteints de lésions du ligament croisé antérieur, des autres ligaments de manière grave, du tendon rotulien, du tendon quadricipital, les fractures instables et certains types de lésions méniscales doivent rentrer dans ce protocole. La voie d'entrée, le diagnostic, ça nécessite une certaine sélection. On ne peut malheureusement pas ouvrir ça par la voie d'entrée classique à tous les patients. Et donc on compte sur les kinés et les médecins traitants principalement pour remplir un formulaire et adresser les patients. Les professionnels de la santé remplissent la demande. Après avoir rempli cette demande, la première étape pour le patient, c'est de recevoir un rendez-vous rapide chez le spécialiste. L'idée du parcours de soins, c'est de ne pas s'arrêter simplement au rendez-vous du spécialiste, ensuite de rentrer dans un parcours classique avec les rendez-vous qui se succèdent, mais avoir un accès rapide, souvent en premier lieu à l'imagerie, qui est décidé par le spécialiste qui voit le patient et de commun accord avec le radiologue pour avancer rapidement vers ces premières imageries. Souvent, l'étape également est de mettre en place au moins le projet de soins, c'est-à-dire programmer une chirurgie et souvent de lancer les premières étapes de la rééducation, de réévaluer le patient à ce moment-là. Donc je dirais, après le rendez-vous du spécialiste, le rendez-vous chez le radiologue et la rééducation ou la prise en charge préopératoire, c'est vraiment les deuxièmes étapes. Afin de réduire les délais, c'est très simple, on a bloqué des plages dans l'agenda des spécialistes pour pouvoir recevoir les patients sélectionnés rapidement. Pareil pour les radiologues qui auront des plages dédiées à tout ce parcours de soins. Et donc si le processus prend forme et évalue progressivement, moi, je dirais que tout le monde est gagnant dans le parcours de soins. Le délai moyen, si le patient téléphone dans la voie classique, il peut aller jusqu'à 3 à 6 mois. Et donc ça, c'est absolument infaisable pour quelqu'un qui est traumatisé. Ensuite, historiquement, on a essayé de mettre en place différents parcours, mais qui étaient plutôt artisanaux et je dirais peu communiqués. Et donc l'objectif est également d'avoir vraiment les patients qui connaissent le processus, les professionnels de santé qui le connaissent, les radiologues impliqués, nos infirmiers impliqués, les kinésithérapeutes également ont une grosse part à jouer dans le protocole, les anesthésistes, le bloc opératoire, tout le monde doit travailler vraiment de concert pour que ça fonctionne. Pour le rendez-vous, l'objectif c'est clairement moins de 10 jours. Une des priorités vraiment pour l'exercice, c'est de s'adresser à une grosse part de nos patients chirurgicaux qui sont les patients atteints de traumatisme du ligament croisé antérieur. Ça, c'est historiquement quelque chose pour lequel on a une expertise et il y a une forte demande et c'est vraiment le boulet principal des orthopédistes spécialisés en chirurgie du genou et un point sur lequel on doit améliorer toute notre prise en charge. Et on espère vraiment que le parcours de soins, pour eux, ça sera extrêmement bénéfique sur tous les versants. Notre but, c'est vraiment de travailler en équipe pour accélérer et bonifier toutes nos prises en charge. Et donc, ça inclut tout le monde à la clinique, avec les kinésithérapeutes, avec la première ligne des médecins et des kinés à l'extérieur, avec les patients, ensuite avec les radiologues, les infirmiers, les anesthésistes, le bloc opératoire, pour à moyen terme vraiment avoir de bons résultats pour tous nos patients. Alors on s'en rend compte, comme pour plein d'autres disciplines, justement l'équipe multidisciplinaire est hyper importante. Là, vous travaillez vraiment tous ensemble par rapport à le parcours SOS Genou. Et puis alors aussi, cette prise en charge rapide, c'est assez amusant parce que c'est un peu à l'encontre de ce qu'on vit pour l'instant en tant que patient. C'est qu'il faut de plus en plus de temps pour voir un spécialiste. Et là, en fait, c'est tout nouveau. Je pense que c'est ici, au mois de novembre, vous avez mis ça en place. On pourrait le mettre en place pour d'autres choses aussi. Mais en dehors, effectivement, du facteur du confort du patient, parce qu'il y a de la douleur quand même derrière, pour aussi pour que la guérison se fasse au plus vite, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, en fait, le but surtout derrière, c'était un petit peu de trier les patients qui avaient réellement besoin d'une prise en charge rapide versus tous les autres qui, de fait, avaient probablement une douleur. On ne conteste pas l'aspect douloureux du patient, mais chez qui la prise en charge rapide n'était pas nécessaire, ni même utile, en fait. Et donc, le but, c'est vraiment de cibler les patients qui en ont besoin, typiquement le gars qui a un ligament croisé de rompu,
il faut quand même qu'on le Ça, c'est voit le ski. rapidement. Ou le ski, le foot, Le ou foot, autre, oui. exactement. Il voit un kiné, il voit un médecin traitant qui suspecte ou qui lance lui-même parfois le bilan par IRM. OK, il y a une lésion du ligament croisé antérieur, on l'inscrit à Bouge, on le voit, un des 3 chirurgiens du genou le voit dans les 7 jours, et de là, on enchaîne sur le traitement définitif en un temps ou en 2 temps, mais on traite le patient directement. Et le but, c'est vraiment de trier ce patient-là versus tous les autres patients qui ont probablement un traumatisme minime au niveau du genou, mais sans lésion chirurgicale derrière et qui pourraient très bien être traités avec un petit peu plus de temps, avec de la kiné, des antidouleurs, des infiltrations, mais qui ne nécessiteront pas de chirurgie. C'est déjà en place parce qu'on parle du mois de novembre, c'est mis en place depuis début novembre. Vous venez d'arriver. Oui, tout à fait. C'était dans ce cadre-là? Ça tombait à pic, disons Oui. que voilà, il y a un membre de Il va y avoir plus de demandes. Exactement, plus de demandes, mais plus d'offres aussi, donc c'est bien. Oui. Et donc oui, ici, il sera mis en place. Le site ouvre fin de cette semaine pour pouvoir permettre aux médecins traitants et aux kinés, bref, tous ceux qui ont un numéro UNAMI, en fait, de pouvoir inscrire leurs patients sur cette plateforme et bénéficier d'une prise en charge plus rapide. Ben voilà. Certains critères, évidemment. Oui. Oui, c'est ça. Mais je pense que du coup, vous allez avoir du monde. Parce que c'est, voilà, on le disait, c'est super important cette prise en charge. Donc, par rapport à ce parcours SOS genou, on est bien d'accord aussi que Solène Lanotte est concernée aussi, c'est l'imagerie aussi. Hein, parce que là aussi, parfois, pour avoir une consultation IRM, c'est très, très compliqué. Tout à fait, mais c'est pour ça que c'est un travail d'équipe, comme vous le soulignez. Oui. Donc, on travaille avec les kinés, avec les secrétaires, avec les médecins traitants et aussi avec les radiologues. Les radiologues ont maintenant ouvert des plages spécifiques dédiées à ce SOS genou. Ils ont entre 2 et 3 plages par semaine pour l'instant. Ça va monter à une plage par jour où on pourra à chaque fois rajouter un patient en plus des patients qui sont déjà programmés depuis parfois 2-3 mois en effet en IRM. Il y aura une plage par jour dédiée au SOS genou. À titre d'exemple, j'ai vu une patiente vendredi passé qui avait un traumatisme franc avec une lésion de son ligament croisé, de son ligament interne. J'ai contacté Solène, elle a eu son IRM dimanche et je la revois dans 3 jours. Donc ça veut dire qu'en une semaine, la patiente a vu un spécialiste, a eu sa radio et aura la consultation post-bilan pour lancer le traitement. Donc là, en une semaine, pour un traitement complet, on peut difficilement faire mieux. Et dans ce cas-là, il y a aussi, puisqu'il y a ici une technologie intéressante, c'est le suivi du patient. On n'a pas besoin de venir à la consultation, vous suivez le patient via une application. Oui, donc c'est vraiment à long terme, ça c'est après l'opération, donc après toute la prise en charge. Le patient rentre chez lui, parfois le patient habite loin, habite à plus de 50 km de l'hôpital, on ne pourra pas le faire revenir à chaque fois. Et donc là, il est traité par son kiné local, entre guillemets. Et nous, avec des applications, maintenant la technologie le permet, on peut suivre le patient qui remplit sur son application dédiée à ça les parcours, on suit les mobilisations, on suit sa douleur, on suit des scores fonctionnels qu'on lui demande à intervalles réguliers. Et donc, comme ça, à distance, on peut avoir l'évolution de notre patient et selon... si vous devez le revoir ou pas, ou s'il évolue comme on l'entend. C'est un fameux boulot aussi, de ce suivi. Oui, tout à fait. Maintenant, la technologie nous aide beaucoup. Oui, donc, ça, on profite de ces outils technologiques pour pouvoir nous aider un petit peu et pouvoir aussi offrir un traitement un peu plus personnalisé, entre guillemets, aux patients. Et ces outils technologiques aident aussi, enfin, en tout cas, ça sert à faire des statistiques. Oui, donc et ça, c'est intéressant aussi. Exactement. La médecine évolue non pas simplement avec ce qu'un chirurgien ou un kiné voit dans son cabinet, dans sa petite activité. Le but, c'est vraiment de récolter des datas, donc des données vraiment de manière sur beaucoup de patients, multicentriques ou unicentriques, ça dépend un petit peu, et de là pouvoir faire des études statistiques avec quand même une certaine puissance dans les études. Donc pour faire des études puissantes, il faut avoir beaucoup de données, et donc ces outils-là permettent, nous, d'intégrer beaucoup de patients, beaucoup de données, et de là pouvoir faire des statistiques qui sont intéressantes pour faire évoluer la science, ça c'est vraiment le but ultime, mais aussi à notre petite échelle, entre guillemets, de pouvoir voir si ce qu'on fait est en adéquation avec ce que la science nous dit. Alors il y a les traumatismes du genou, mais il y a le vieillissement du genou, qui vieillit peut-être plus vite s'il a été traumatisé aussi. Et si on doit un petit peu justement brosser un tableau de ces différentes pathologies, alors on va parler de pathologies qui sont dues au vieillissement du genou, qui finalement, on va s'en rendre compte, est une articulation qui prend cher quand même. Tout à fait. Donc en termes de pathologie, l'un et l'autre Alors, principalement, le vieillissement du genou va entraîner l'arthrose, qui est l'usure de l'articulation. Douloureux, l'arthrose. Douloureux, provoque des douleurs, provoque des déviations, des malformations, comme on en a parlé tout à l'heure, qui peut entraîner différents problèmes au niveau
de la jambe, notamment en diminution surtout des activités quotidiennes avec des difficultés dans le quotidien, comme monter un escalier, descendre un escalier, monter dans la voiture, descendre la voiture, des petites activités qui sont anodines et qui deviennent difficiles pour les gens, d'accord. Nous, au niveau kiné, au niveau rééducation, on va essayer surtout de maintenir une bonne fonction articulaire, le mieux qu'on peut, d'accord, au niveau de l'usure, d'accord. Maintenir cette articulation par des exercices pour maintenir une bonne mobilité, pour maintenir une fonction musculaire, pour restabiliser cette articulation. Donner peut-être des exercices d'auto-rééducation aux patients afin qu'ils puissent gérer sa douleur, apprendre à gérer son arthrose, puisque l'usure, le kiné ne sait pas améliorer cette usure, mais il peut améliorer la fonction de l'articulation. D'accord ? Quand l'usure devient évidemment trop importante, là, à ce moment-là, la solution chirurgicale intervient, il n'y a plus le choix. Et nous, on réintervient après la solution chirurgicale. Vous passez les patients. Voilà. Et donc, en termes de chirurgie, alors c'est la prothèse d'office ? Oui, c'est une gradation. Donc d'abord, il y a un traitement quand un patient vient nous voir avec une arthrose. Il y a plusieurs stades d'arthrose. Une arthrose débutante, arthrose moyenne, arthrose avancée, arthrose terminale. Nous, ici en Belgique, on essaie de traiter les patients qui sont avec une arthrose terminale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cartilage du tout à sauvegarder. Vous êtes os contre os. Et donc là, il n'y a plus d'autre solution. Il y a de l'inflammation alors os contre os ? Ça provoque une inflammation, une douleur et une restriction des activités de la vie quotidienne, en effet. Donc si vous avez une imagerie qui vous prouve que vous avez une arthrose complète, que le patient s'en plaint et que le patient a vraiment une vie qui est gâchée à cause de ça, malgré un traitement médical complet, bien rempli, mais qui n'a plus d'efficacité, alors là, il y a indication d'aller faire une chirurgie. Donc dans le cadre de l'arthrose, c'est une chirurgie de remplacement. Donc on va venir remplacer la partie de l'articulation ou toute l'articulation qui est arthrosique. Et donc là, oui, c'est prothèse partielle ou prothèse totale du genou, en effet. Alors, les traumatismes vont engendrer plus facilement ce type de pathologie ? Oui, vous avez une lésion méniscale, par exemple, ou qui mène à un ménisque qui devient dégénératif, ou bien alors à une ménisectomie partielle. Par exemple, vous allez enlever une partie du ménisque qui est déchirée, vous supprimez une partie du coussinet, comme je l'ai montré juste avant dans le genou, et donc vous favorisez la survenue de l'arthrose. Vous avez une fracture au niveau d'un plateau tibial ou d'un fémur, votre cartilage, il est fracturé aussi, vous le réparez du mieux que vous pouvez, mais malgré tout, c'est quand même un cartilage qui aura subi un traumatisme qui n'est pas prévu entre guillemets dans la nature et qui donc peut devenir plus rapidement que prévu arthrosique. Donc tous les traumatismes que vous avez, les infections, certaines malformations, tout ça peut influencer sur la survenue de l'arthrose qui peut être plus rapide que si vous avez un genou qui n'a jamais eu de traumatisme en effet. Alors j'imagine... C'est pour ça que la rééducation est importante. Suite à un trauma ou suite à une chirurgie, il est important de faire une bonne rééducation pour réharmoniser tout le corps. Ça va permettre ainsi d'éviter ou de diminuer du moins le risque d'arthrose prématurée dans l'avenir, quoi. Et du coup, la prise en charge plus rapide d'un traumatisme va améliorer aussi, j'imagine, l'impact sur une arthrose qui arriverait trop rapidement. C'est la seule pathologie en termes de dégénérescence du genou, l'arthrose. C'est la plus courante. C'est la plus courante. Les ménisques, comme je l'ai dit, vieillissent aussi avec vous, ce qu'on appelle une méniscose ou bien alors une pathologie dégénérative du ménisque. Donc vos ménisques vieillissent avec vous. Le fibrocartilage ne devient plus aussi élastique, ne devient plus aussi mou, et donc parfois les ménisques vieillissent avec vous. Ça, par contre, il n'y a pas de chirurgie à faire. C'est simplement supporter le patient, faire un traitement médical bien conduit, mais il n'y a pas de chirurgie associée à ce type de lésion. Avant de parler quand même de la prévention, parce que ça c'est bien aussi peut-être de faire un volet prévention, à Saint-Luc, au niveau technologie, vous avez investi dans des nouveaux robots. Oui. Ça, on va peut-être les voir ici en images, pour justement, c'est pour mettre des prothèses, ça ? Oui, donc les chirurgiens orthopédistes, classiquement, oui, ça c'est typiquement l'exemple d'un robot que nous avons à Bourges, on en a plusieurs, on en a deux. Et donc le but du jeu de ces robots, ce n'est pas de nous remplacer, donc vous voyez bien que ce n'est pas un automate comme un dessin animé qui va opérer à notre place, pas du tout. Le robot, ce qu'on appelle un robot, c'est donc une console avec des caméras et des capteurs comme dans le genou. On peut venir... Nous faisons l'abord, nous faisons la planification, nous faisons la préparation du genou comme sur les prothèses classiques, entre guillemets. Et ensuite, on s'aide du robot pour vraiment planifier les coupes osseuses qu'on veut, pour vraiment planifier la position de la prothèse au millimètre et au degré près. Il y a une scie robotisée qui vient donc couper exactement là où on veut qu'elle coupe, pour ne pas avoir des coupes qui soient aberrantes et pouvoir ainsi positionner la prothèse, qu'on place nous-mêmes aussi, je le répète, et donc pouvoir venir positionner la prothèse à la position exacte que l'on veut pour vraiment avoir un genou le plus équilibré et le plus harmonieux possible à la suite de l'opération.
Oui, c'est ça. En fait, ça permet une meilleure récupération. C'est moins invasif. Bon, en termes Pas d'invasion, c'est spécialement. légèrement moins invasif, Oui. mais l'abord du genou, vous aurez quand même une cicatrice de prothèse de genou. Ça, il faut pas vendre du rêve aux patients non plus. La cicatrice que vous aurez sera peut-être légèrement plus Oui. petite, mais restera quand même une cicatrice de prothèse totale de genou. Par contre, nous, ça nous aide en termes de gain de temps opératoire, en termes de précision. Surtout, c'est vraiment le mot-clé du robot, c'est la précision qui est due au robot. Et donc là, la récupération se fera de manière plus rapide. Oui. Alors en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire tout au long de notre vie finalement? Parce qu'on peut parler de prévention avant de partir au ski, hein, c'est quand même c'est d'actualité, mais tout au long de notre vie pour justement préserver au maximum nos genoux, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'une activité quotidienne, c'est sûr, pour pas mal de choses, mais notamment pour le genou, permet de garder une bonne fonction au niveau du genou. D'accord. Un bon travail musculaire va permettre de gagner en stabilité au niveau du genou. Si le genou est plus stable, il va s'user moins vite. On parlait de l'usure tout à l'heure. C'est ça, donc plus on est musclé, plus la jambe est musclée, moins de risques qu'on a d'avoir de pathologie. En fonction de sa vie, je pense que c'est surtout, elle est équilibrée au niveau musculaire. Faut pas forcément. Certains ont des gros groupes musculaires, mais pas toujours bien équilibrés gauche-droite, et ça peut entraîner donc des pathologies. Donc c'est ça aussi qui est important, d'accord. Ensuite, les conseils classiques, c'est quand même d'avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation, qui ont un rôle important sur la fonction articulaire. L'hydratation aussi. L'hydratation aussi, oui, pour les cartilages, pour les ménisques. Est-ce qu'il y a un aliment miracle pour le genou? Malheureusement non, sinon on l'aurait déjà donné à tout le monde, mais non, il n'y a pas d'aliment miracle. Je pense que le tout c'est d'avoir une vie, ça fait un petit peu bateau comme conseil, mais avoir une vie saine et équilibrée, tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau du sport, au niveau de l'activité physique, comme Nicolas a dit. C'est vraiment un tout, mais il n'y a pas d'aliment magique, non. Non, voilà. Et je pense que pour faire un sport, il faut se donner les moyens. Donc je veux dire par là que si on veut, pour les footballeurs, je pense au foot, puisque ça nous amène beaucoup de pathologies. Je pense que quand je dis qu'il faut se donner les moyens, ça veut dire que si on fait du football, il faut se préparer à ça. D'accord. Je pense qu'il y a souvent des grosses blessures qui sont dues à un manque de préparation. Là, on parlait du ski, parce que c'est quand même plus rare qu'on fasse du ski, mais même dans les autres sports, je pense que c'est très important de bien se préparer, d'avoir une hygiène de vie à ce niveau-là, si on veut maintenir longtemps ses articulations fonctionnelles. Alors, est-ce qu'il y a des sports conseillés, déconseillés? Alors les sports de décharge sont plus conseillés pour le genou, comme la natation et le vélo, puisqu'il y aura un impact moins important Évidemment. sur l'articulation, moins le poids du corps intervient moins sur l'articulation, évidemment, que les sports où il y a en contact, comme la course à pied ou le trail, où là, le pivot peut intervenir, voire encore plus grand, les sports vraiment dits pivots, comme le basket ou le football, etc., qui vont être plus contraignants, quoi. Basket, football, on peut estimer que c'est les sports les plus à risque pour endommager les genoux? En tout cas, nous, en tant que kiné et en tant que chirurgien du genou, les sports qui nous rapportent, si on peut s'exprimer ainsi, le plus de patients, c'est foot, ski, basket. C'est vraiment les sports, comme Nicolas disait, de pivot. Okay. Je pense que foot et basket est un sport aussi plus pratiqué ici en Belgique. Oui, donc ça, il fait aussi le nombre j'imagine. Voilà, c'est ça. Ce qu'on peut dire alors, puisqu'on parlait des sports à décharge, l'équitation, c'est aussi un sport à décharge? Oui, mais le problème, c'est la position, des fois, qui peut entraîner des contraintes un peu exagérées sur telle ou telle partie du genou, quoi. Et puis j'imagine aussi, si je pense par exemple à la gymnastique ou la danse, qui peut aussi être assez traumatisant si on le fait, en tout cas de manière, plus on le fait et de manière professionnelle, plus tout ça il y a de fait risques, partie des sports suppose. pivots et donc entraîne beaucoup de pathologies au niveau du genou. D'accord. Même chose, c'est une question de préparation, c'est une question d'exagération de pratique, de mauvaise récupération. Oui, tout ça va entraîner des risques potentiels plus grands pour le genou. De bon équipement? Certainement. Oui, alors en termes de prévention aussi, le poids, je suppose que plus le poids qu'on supporte, parce que c'est une articulation quand même qui... Maintenir un poids de forme quand même est aussi important. Idéal pour le genou, oui. Ouais. Alors, on a eu pas mal on a beaucoup de questions, mais le problème, c'est que les questions sont très spécifiques et c'est pas si simple que ça d'y répondre ici, et c'est pas le but non plus. Mais je vais quand même aller un petit peu, parce que c'est le but aussi de l'émission, c'est de ne pas aller demander à un moteur de recherche, mais de venir ici vers les spécialistes qui sont en plateau. On parle d'injection notamment, donc c'est Marie-Christine qui demande ce que vous pensez de l'injection de plasma pour les genoux.
Donc oui, dans les infiltrations de genoux ou injections, il y a plusieurs liquides qu'on peut injecter. Il y a l'acide hyaluronique, comme je disais, qui est une espèce de liquide lubrifiant qu'on met dans le genou. Il y a du dépommédrol, qui est de la cortisone à diffusion lente dans le genou, qui a un effet anti-inflammatoire. Et récemment, enfin plus c'est récent que ça, mais aussi la PRP, qui est donc le plasma riche en plaquettes du patient qu'on centrifuge et qu'on réinjecte. Dans certaines pathologies, ça peut avoir son indication. Typiquement, les arthroses résistantes aux autres infiltrations, ou typiquement encore, ce sont les pathologies tendineuses. Là, ça a été démontré que la pathologie tendineuse avait quand même un certain bénéfice avec des infiltrations de PRP, oui. C'est un système alors d'autogreffe alors Parce qu'ici, on prend votre sang, on centrifuge, on prend une partie, on le réinjecte. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec le RPR, parce qu'en plus on pose des questions, mais chirurgie, DIDT, PRP, plasma, c'est la même chose. PRP, pardon, PRP, oui. Une chirurgie DIDT, ça c'est Audrey qui demande, pourtant jeune, 33 ans, et apparemment une revalidation très compliquée et douloureuse après une chirurgie DIDT. DIDT, c'est une technique chirurgicale pour reconstruire votre genou. On prend 2 de vos tendons et on les modifie pour en refaire un nouveau ligament qu'on vient refaufiler dans votre genou pour recréer un ligament croisé antérieur. C'est une des techniques différentes, il y en a plein. Peut-être une des plus courantes utilisées pour refaire des ligamentoplasties d'autres ligaments croisés antérieurs. Oui. Et on peut comprendre que ce soit compliqué après ? Oui, une reprise, c'est déjà lourd. Confirmé, mais ça met quand même plusieurs mois. C'est une opération quand même lourde, ça demande un investissement au niveau rééducation. Ouais. Je voulais réagir un petit peu sur les infiltrations en tant que kiné, que ce soit une infiltration d'acide hyaluronique, de PRP, etc. C'est pas la solution miracle, ça peut aider, mais je pense que ça ne retirera pas à un travail de restabilisation du genou avec leur kiné, où il faut essayer de retravailler cette musculature, de retravailler la souplesse de l'articulation, de travailler les différents problèmes. Il est toujours plus facile, évidemment, d'aller faire une injection que d'aller travailler, évidemment, chez le kiné qui demande un investissement. Je pense que l'un doit aller avec l'autre, quoi. Et la cortisone, justement, à répétition, ça ne peut pas endommager on parle parfois de la cortisone si on fait trop d'injections, que ça peut être... En général, on dit en Belgique que c'est 3 injections par an. Oui, c'est ça. Et si on fait ça, il n'y a pas de souci. Non, il y a eu quelques cas qui ont été démontrés avec probablement des pathologies tendineuses, mais ici, si vous respectez des délais qui sont relativement bien établis pour les infiltrations, en général, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai Célia, là, j'ai tout le protocole. Et donc là, c'est un peu compliqué, évidemment, d'y répondre. Je crois qu'on pourrait lui dire... De venir nous consulter. Oui, ben, c'est ça, oui. Là, apparemment, c'est un problème de genou gonflé. En général, le genou gonflé, c'est quoi ? Plein de choses. Ça peut être plein de choses, oui. Un genou gonflé. Le genou, c'est une articulation qui gonfle très vite, très fort et qui inquiète fort les patients. Ça peut être une pathologie méniscale, une pathologie ligamentaire, une pathologie arthrosique. Donc bref, ça peut vraiment être une série de choses. Oui, tout à fait. Alors j'ai Nicolas ici qui nous parle aussi de ces problèmes de genoux. Lui, en fait, il a porté des attelles étant petit pour redresser les genoux. Est-ce que ça peut... Parce qu'après, en fait, apparemment, ça ne s'est pas bien passé. On met des attelles pour redresser les genoux. On fait encore ça aujourd'hui ? Non, enfin peut-être dans le temps on en mettait. Il faut voir ce qu'il appelle. Pourtant Nicolas n'est pas si vieux que ça, mais. Il faut voir ce qu'il appelle pour redresser le genou. Peut-être qu'il y avait une pathologie qui nécessitait le port d'une attelle quand il était enfant, mais pour redresser les genoux, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment, non. Même des pathologies plus spécifiques et plus rares, parfois plus compliquées. Oui. D'accord. Et là, en fait, il dit que son cartilage est devenu plus fin et que le CrossFit aurait empiré ça. Ouais, on revient à ce que Nicolas disait avant. Oui. Il a probablement un début d'arthrose. Pour des raisons X ou Y, et le CrossFit est typiquement un sport d'impact pour en avoir fait. Le CrossFit est un excellent sport pour le cardio, pour la musculature, mais c'est quand même un sport qui met énormément de contraintes sur le genou, avec des charges lourdes, avec des impacts répétitifs, avec une vitesse d'exécution qui est demandée, parce que vous avez un chrono qui tourne en continu au CrossFit. Et donc voilà, tout ça fait que c'est un sport qui, pour un genou qui est déjà un petit peu arthrosique, déjà peut-être douloureux, c'est peut-être pas forcément le sport idéal. C'est peut-être lié, bon, c'est pas l'idéal. Et là, il demande ce que vous pensez de faire de temps en temps du PRP. On en revient donc à... Comme Nicolas l'a dit, je pense qu'il faut surtout d'abord favoriser une bonne hygiène de vie, bien s'entraîner son CrossFit s'il veut le continuer, mais de manière intelligente, donc s'échauffer avant, récupérer après, s'hydrater, s'alimenter comme il se doit. Et là, il dit, du coup, est-ce que c'est bien d'aller muscler ma jambe, etc. Le mieux, c'est d'aller voir un kiné quand même pour voir les exercices à faire et qui sont indiqués. Il existe des tests, des protocoles pour pouvoir essayer d'évaluer ça, et je pense que c'est important d'aller peut-être un peu plus loin. Oui, c'est ça. À ce niveau-là. Chercher des conseils. D'aller chercher des conseils, oui. Alors à 44 ans, là c'est Marie-Ange qui nous dit qu'à 44 ans, elle a déjà beaucoup d'arthrose, des douleurs aiguës, et elle demande si c'est trop jeune pour être opérée.
Les prothèses, on disait dans le temps la prothèse a duré 20 ans. Maintenant, les prothèses avec les techniques de pose, avec les nouveaux matériaux qu'on a, on dit qu'une prothèse a duré 25-30 ans. Quand on opère un patient d'un âge classique pour une prothèse, c'est-à-dire 65, 70, 75 ans, on dit qu'en général, le patient aurait sa prothèse jusqu'au bout. Maintenant, c'est clair qu'à 40 ans, il y a quand même de fortes chances que la prothèse doive être révisée à un moment ou à un autre. Raison pour laquelle on essaie de retarder le plus possible la pose d'une prothèse à cet âge-là. Maintenant, si vous avez de fait une patiente de 44 ans qui a présenté un traumatisme, imaginons un accident de moto, qui lui a complètement démoli le genou 10 ans auparavant, et qu'elle arrive à 44 ans avec un genou qui est complètement arthrosique, où il n'y a plus aucune trace de cartilage de son genou, c'est difficile en tant que chirurgien de ne pas pouvoir l'aider et de ne pas lui poser une prothèse. Donc, dans de rares cas, je dis bien dans de rares cas et bien documentés, on met parfois des prothèses à des âges beaucoup plus jeunes que la normale. 44 ans, c'est pas étonnant. Mais voilà, c'est quand même des cas qui sont relativement rares. Tout dépend du déficit fonctionnel aussi que la patiente présente. Ouais. De toute façon, il faut consulter pour avoir la réponse. Et là, on peut avoir des douleurs et des gonflements après justement une prothèse du genou. Qu'est-ce qui peut faire qu'après avoir mis la prothèse, ce soit compliqué? Une mauvaise rééducation et ça, c'est la question de Marie, en fait. Moi, je réponds pour ma partie chirurgicale et puis Nicolas répondra derrière. Mais une prothèse de genou, ça reste un implant, un corps étranger. Donc, c'est-à-dire que vous retirez votre genou à vous, qui est arthrosique, qui est douloureux, et vous mettez un implant en métal à la place. Le corps réagit, c'est normal, de par le fait qu'il y a un corps étranger dans votre genou, et aussi de par l'opération, qui est quand même une opération où on vient fendre une articulation de haut en bas, on coupe à travers, on met une prothèse et on referme derrière. Ça crée une inflammation locale. Une prothèse de genou, ça peut rester gonflé entre 3 et 6 mois. Et c'est normal, c'est la norme, ça a été documenté, donc ce n'est pas inquiétant d'avoir un genou gonflé 3-4 mois encore après l'opération. Et maintenant, par contre, il y a des gens qui ont plus de mal à récupérer pour diverses raisons, mais souvent, la rééducation est vraiment une étape clé du processus de récupération. Ok, on se rend compte que voilà, j'ai beaucoup de questions, mais on va pas pouvoir répondre à tout, surtout ici en plateau. Et oui, on voit, on parlait de la moto, là, effectivement, un accident de moto avec 8 opérations qui sont succédées. Ça, c'est quand même avec un rattachement des ligaments, une ménisectomie à gauche, puis à droite, et puis... oula, ça c'est Marie qui nous explique ça aussi. Dossier complexe. Ah, mais là, par contre, elle dit, en 2012, on m'a posé la totale, la grande prothèse. Depuis, 13 années ont passé et je trotte encore chaque jour entre 6 et 10 km. Dans 2 mois, j'aurai 74 ans et je vais très bien. Très bien. C'est le but du jeu, c'est vers ça qu'on tend avec nos patients. Oui, ça c'est chouette, c'est un beau témoignage. Et en plus, elle nous a même envoyé, ça c'est quand même exceptionnel, merci Marie, elle nous a envoyé les radios. On a, sur Facebook, si vous voulez aller voir effectivement, sur la page Facebook, Marie a mis les images, c'est ça, les radios de sa prothèse. Donc comme quoi, ça peut vraiment être une super solution, la prothèse. Heureusement, vu le nombre qu'on en met par an en Belgique. Ouais. Le but est vraiment de garder une bonne fonctionnalité au niveau du genou et donc aux patients de garder vraiment une bonne autonomie. Après, une prothèse, c'est pas forcément, je rappelle ça souvent à mes patients, une prothèse, c'est pas forcément un genou comme quand on avait 20 ans. Il y a certaines petites contre-indications, certaines petites protections à apprendre, d'accord, et de récupérer une bonne hygiène de vie pour pouvoir maintenir cette prothèse et cette fonction de toute façon. À 100%, oui. Alors, avant de conclure cette émission, comme les gens vont quand même partir au ski, un entraînement peut-être à faire avant d'aller au ski pour se préparer et pour éviter peut-être un peu plus les blessures? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le sport national, on n'est pas toujours préparé. Certains vont au ski, j'entends certains qui me parlent d'aller au ski et je vois qu'ils ne font pas de sport dans le reste de l'année. Oui, c'est ça. Et pendant une semaine, ça y est, on se dit sportif. Donc voilà, je trouve ça super, je suis un passionné de ski aussi, d'accord. Mais je pense donc du coup d'une bonne préparation les quelques semaines, voire 1 ou 2 mois avant. Et la préparation, important. On peut la faire soi-même ou on doit aller voir un kiné? Je pense que aller voir un kiné ou aller voir un coach sportif peut être vraiment intéressant pour moi cibler les bons exercices et cibler les exercices pour vraiment se préparer dans ce sport-là. Oui, c'est ça, parce qu'une préparation, ok, mais c'est quoi la bonne préparation? Alors, évidemment, il y a le ski, mais il y a le snowboard aussi. Est-ce qu'il y a une des deux pratiques, vous avez plus souvent des problèmes Le ski amène beaucoup plus de pathologies des genoux. Le snowboard, quand vous avez les 2 genoux fixés sur une planche qui remonte au niveau des chevilles, c'est typiquement, comme Nicolas disait, les poignets. En première intention, vous chutez en avant, vous restez sur les 2 poignets, vous brisez les poignets, ça c'est typique. Les pathologies au niveau de la cheville et au niveau du rachis. Le snowboard sera beaucoup plus... Le genou est moins concerné. Oui, tout à fait. Mais c'est pas pour ça que c'est moins traumatisant.
Ah non, vous chutez à 50 km/h en snowboard, c'est sûr que vous allez avoir des dégâts aussi. Mais statistiquement, il y aura beaucoup moins de traumatisme au niveau du genou. Ce sera plutôt poignet, rachis et cheville, oui. Oui, ce ne sera pas la même chose, mais ce n'est pas pour ça que... Parce qu'ils peuvent se croiser, donc ça donne un beau traumatisme pour le genou. Oui, alors il y en a qui font les deux aussi. Ils font les deux. Donc voilà, et on ne se prépare pas de la même manière pour l'un comme pour l'autre. Et finalement, quand on recommence n'importe quelle activité, je pense au foot, on arrête quand même. Il y a une période, enfin moi je ne m'y connais pas beaucoup en foot, mais dans tous les sports, il y a une période où on s'arrête. Peut-être que quand on recommence, la reprise, on bien. constate parfois oui. une augmentation un peu de certaines pathologies, dû parfois à une reprise des fois trop rapide, avec un arrêt un peu trop long. Et donc je pense que oui, il faut se réentraîner progressivement pour reprendre à 100% sur le match. Mais en tout cas, que ça n'empêche pas de faire du sport, hein, parce que c'est important. Non, je rebondis là-dessus, c'est aussi typiquement ce qu'on voit, les patients de 45-50 ans qui se découvrent une deuxième jeunesse et qui veulent recommencer le sport. Mais comme quand ils avaient 20 ans, il faut quand même leur rappeler que leur corps, typiquement le genou, n'a plus 20 ans. Et que donc une phase de préparation, comme disait Nicolas, de réentraînement, de réathlétisation, peut être quand même intéressant pour ne pas se traumatiser le genou dès la deuxième sortie. Et peut-être pour terminer, parce que finalement c'est quelque chose qu'on pratique de plus en plus avec l'âge, et je pense justement à Marie qui en parle, la marche, ça reste vraiment quelque chose où c'est pas suffisant? Je pense que quelqu'un qui va marcher de manière régulière, 12 et qui s'écoute, c'est quand même de toute façon mieux que de ne rien faire et de rester dans son canapé, ça c'est sûr. Et ça, c'est pas du tout traumatisant pour le genou? Alors tout dépend de la marche qu'on fait, voilà. Je pense que ça reste, je parlais du vélo et de la natation, ça reste une activité importante, la marche, hein, on est fait pour marcher, et donc je pense qu'il faut continuer, mais suivant voilà, les pathologies qu'on a, c'est vrai qu'accès certains sports qui sont encore plus en décharge que la marche, comme le vélo et la natation, vont être meilleurs et encore moins traumatisants, et puis tout dépend aussi les types de marches qu'on fait, avec le terrain qu'on fait, etc. Oui, c'est ça, quoi. Ouais. Ouais. Bah merci, on a dit pas mal de choses en tout cas. Avec plaisir, donc, merci à vous. Merci un grand à vous, merci. Et puis que ça se passe bien alors pour ce parcours SOS Genoux. Merci beaucoup. Merci d'avoir bien participé, en tout cas cette fois-ci, parce qu'on a eu beaucoup de questions. Alors voilà, désolé, mais on ne peut effectivement pas faire ici en plateau une consultation. Chaque cas est particulier, donc on leur dira à chaque fois, n'allez pas chercher les réponses sur un moteur de recherche, et puis allez vers les spécialistes. Rien de tel en tout cas que pour avoir des réponses pour vos problèmes de santé, quels qu'ils soient. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et au mois de décembre, eh bien, on parlera de chirurgie esthétique. Voilà, un tout autre sujet. Et d'ici là, bien, portez-vous bien. À très bientôt.